Merci. Alors, je vais me joindre aux remerciements qui ont déjà été faits. Merci au professeur Gaël Marty et à monsieur Loïc Robert de m'avoir intégré dans ce colloque malgré mes forts penchants privatistes. Et j'en profite pour corriger la petite coquille qui s'est glissée dans le programme. Je ne suis pas publiciste, mais privatiste. Vous allez vite vous en rendre compte. Alors, mon intervention se situe dans l'articulation des logiques d'intégration de l'Union européenne entre, d'une part, le marché intérieur et, d'autre part, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Alors, le choix de ces deux logiques en tant que potentielle source de conflit n'est pas évidente, puisque, par principe, ces deux logiques n'ont pas vocation à se croiser. Alors, l'intégration par le marché intérieur, mais bon, vu le nombre de spécialistes, je vais être très rapide, est l'objectif originel de l'Union européenne. Elle dépend d'un système vertical de répartition des compétences, guidé par le principe de primauté et celui de subsidiarité. La coopération judiciaire en matière civile et commerciale, et plus restrictivement les règlements qui ont été adoptés sur le fondement de l'article 80-2 TFUE, ces règlements ont pour objectif la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Et ils interviennent dans un système horizontal d'articulation des compétences normatives. Ces deux logiques, l'une intervenant dans une dimension verticale et l'autre dans une dimension horizontale, n'ont a priori aucune raison d'entrer en contact. Pourtant, elles le font régulièrement. Dans des contentieux qui les opposent, par exemple, qui opposent le droit des contrats avec la liberté d'établissement, le droit des contrats avec la libre concurrence ou même la responsabilité extra-contractuelle et la libre circulation des services. Et c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui, le conflit entre la justice matérielle, donc celle du marché intérieur, et la justice conflictuelle, celle de la coopération judiciaire en matière civile. Et nous pouvons en effet nous questionner sur le traitement et l'issue d'un tel conflit, et plus généralement sur son impact sur la réalisation des objectifs poursuivis. Alors j'ai décidé de traiter cette question sous les traits d'un conflit de méthode, car si le conflit d'objets est le résultat de cette rencontre, c'est avant tout au stade des méthodes que les frictions apparaissent. Alors, mon intervention sera divisée en 3 temps. Un temps d'identification des méthodes d'abord, un temps d'interaction des méthodes ensuite, et un temps de confrontation des méthodes enfin. Un temps d'identification des méthodes. Alors, la première méthode étudiée est celle rattachée à la logique d'intégration du marché intérieur. À vocation d'abord économique, la communauté puis l'Union européenne s'est développée autour d'un objectif commun, la réalisation d'un marché unique, c'est-à-dire le développement des échanges économiques et sociaux entre les États membres et la suppression progressive des obstacles et restrictions à ces échanges transfrontières. La méthode est double. Promouvoir l'objectif de libre circulation par un travail d'harmonisation des législations nationales et interdire les restrictions de liberté. Autrement dit, la méthode de la réalisation du marché intérieur est une méthode de convergence des systèmes étatiques. La méthode poursuit une démarche finaliste, elle se fait l'expression d'une politique législative et elle impose de s'intéresser aux résultats obtenus. La deuxième méthode étudiée est celle associée à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Alors, cette coopération vise une circulation facilitée des décisions entre les États membres et la méthode utilisée est empruntée au système de droit international privé, tant nationaux que conventionnels, et se manifeste dans l'articulation des systèmes normatifs étatiques par la règle de conflit. Cet instrument, la règle de conflit, permet, grâce à des critères de rattachement, de désigner notamment la loi applicable à un litige. Alors, elle présente 2 spécificités. La première est qu'elle est indifférente aux résultats obtenus. Elle n'est qu'un outil à la résolution du litige. Sa deuxième spécificité, c'est qu'elle présuppose la complétude de l'ordre juridique désigné. Seul ce dernier sera compétent pour trancher le contentieux subjectif et ses conséquences civiles. Voilà donc nos 2 méthodes. Une méthode de convergence des systèmes étatiques et une méthode d'articulation des normes.
Alors, l'articulation de ces deux énoncés semble déjà révéler une potentielle incompatibilité. En effet, la diversité des législations nationales qui nourrit la méthode même de la règle de conflit favorise dans le même temps les entraves sanctionnées par la méthode du marché intérieur. Une telle conclusion serait néanmoins hâtive, car l'appropriation par l'Union européenne de la méthode conflictuelle s'accompagne en réalité d'un système d'articulation des méthodes permettant aux différentes logiques d'intégration d'interagir et de se compléter. Donc, le second temps est un temps d'interaction des méthodes. Avant le traité de Lisbonne, les interactions entre la méthode de réalisation du marché intérieur et la méthode de la règle de conflit ne posaient aucune difficulté réelle. La première prévalait sur la seconde. Les règles de conflit faisaient ainsi l'objet d'un contrôle de l'entrave au même titre que les lois nationales. Par exemple, dans l'arrêt Boucalfa de 1996, la Cour de justice qualifie d'entrave la règle de conflit allemande qui opérait une distinction entre le travailleur allemand et le travailleur étranger. La règle est jugée discriminatoire. En 2003, dans l'arrêt Garcia-Vello, la Cour de justice retient la nature discriminatoire de la règle belge de conflit de nationalité. L'émancipation de l'espace de liberté, sécurité et justice dans le traité de Lisbonne va néanmoins redistribuer les rôles et rééquilibrer la balance des intérêts. L'Union européenne intègre les intérêts privés dans sa dynamique et développe un système de coordination des logiques visant à rendre compatibles les méthodes. Cette compatibilité apparente des méthodes se perçoit à 3 niveaux. D'abord, dans l'affirmation d'une complémentarité des objectifs poursuivis. Ensuite, dans le développement des dispositions d'articulation dans les textes. Et enfin, dans la correspondance des méthodes. Donc, premièrement, la compatibilité des méthodes s'illustre dans une complémentarité des objectifs poursuivis. Avec le traité de Lisbonne, la création d'un espace commun de justice civile devient un véritable objectif de l'Union européenne. L'article 81 TFUE prévoit ainsi que, je cite, « L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. » Et le paragraphe 2 précise que le Parlement et le Conseil peuvent adopter des mesures, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Notamment. Le marché intérieur n'est plus le seul objectif poursuivi. Ces objectifs apparaissent donc non plus comme des objectifs hiérarchisés, mais comme de véritables objectifs complémentaires. Deuxièmement, au-delà d'une complémentarité des objectifs, la compatibilité des méthodes se traduit par l'articulation des textes adoptés dans chacune des logiques. Ces dispositions d'articulation préviennent notamment une potentielle superposition du champ d'application des textes. Soit que le résultat obtenu par la méthode conflictuelle soit susceptible d'influencer la justice matérielle, soit que le droit dérivé sectoriel emprunte à la méthode conflictuelle. À titre d'exemple, dans le règlement Rome 1, relatif à la loi applicable en matière contractuelle, l'article 23 prévoit de manière générale que le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de loi en matière d'obligations contractuelles. L'article 16, toujours dans le règlement Rome 1, vise pour sa part spécifiquement l'articulation du règlement avec la directive 73/239 sur l'accès à l'activité de l'assurance directe. Autre exemple, l'article 1-4 de la directive commerce électronique prévoit que cette directive n'établit pas de règles additionnelles de droit international privé et ne traite pas de la compétence des juridictions. Au contraire, le règlement sur la gouvernance européenne des données de mai 2022 énonce une règle de conflit de juridiction à son article 5, paragraphe 2. Les textes règlent donc directement leur champ d'application respectif. Enfin, et troisièmement, moins évidente et pourtant caractéristique de la compatibilité des méthodes est la correspondance des méthodes. En effet, les règlements européens relatifs à la coopération judiciaire sont très imprégnés de la logique du marché intérieur. La méthode est celle empruntée au droit international privé traditionnel, mais ces outils sont habillés des atours européens. Autrement dit,
bien que les méthodes soient différentes, il n'est pas rare que les résultats coïncident. Prenons l'exemple de l'article 8 du règlement Rome 1, toujours, article relatif à la loi applicable dans le cadre d'un contrat de travail. Cet article prévoit qu'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. Cette règle nous rappelle l'article 3-1 de la directive 96/71, qui soumet les conditions de travail du travailleur détaché à la loi de l'État membre dans lequel il est détaché, afin qu'il ne soit pas soumis à une double législation. La mise en œuvre ici de la méthode conflictuelle garantit dans le même temps la réalisation de la justice matérielle. Malheureusement, cette correspondance n'est pas automatique. Il existe ainsi de nombreux exemples dans lesquels la rencontre de la justice matérielle et de la justice conflictuelle ne trouve aucune correspondance et impose à la Cour de justice de trancher. Troisième temps, un temps de confrontation des méthodes. Alors, j'ai choisi plusieurs exemples assez significatifs qui ont été énormément critiqués par la doctrine et qui sont passés ou pas d'ailleurs devant la Cour de justice. Alors, mon premier exemple concerne le règlement général sur la protection des données de 2016, le RGPD. Ce règlement offre aux personnes physiques une protection à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. L'article 3 de ce règlement prévoit un champ d'application spatiale très étendu, puisque la protection européenne des données a vocation à s'appliquer dès lors que la personne concernée se situe dans l'Union européenne, que le responsable du traitement soit établi ou non sur le territoire d'un État membre. Le règlement, le RGPD, ne contient pas de règles de conflit de loi, à la différence de la directive 95/46 qui en contenait une à son article 4. Donc, dans le cadre d'un contentieux international entre particuliers, le RGPD renvoie implicitement au règlement Rome 1, règlement qui soumet le contrat soit à la loi choisie par les parties, soit à la loi de la résidence habituelle du débiteur, que celui-ci réside dans un État membre ou non, et s'il s'agit d'un contrat de consommation, à la loi de la résidence du consommateur. L'application du RGPD au fond du litige ne sera donc effective que si le débiteur de l'obligation ou le consommateur réside habituellement dans un État membre. Il est également possible d'imaginer que les parties décident d'écarter l'application du règlement par une clause au contrat. Donc, le champ d'application du RGPD se voit drastiquement diminué par l'application du règlement Rome 1. Et cette application restreinte du RGPD apparaît tout à fait en contradiction avec l'objectif même du texte. Alors, lequel de ces textes prévaut ? Eh bien, à ma connaissance, il n'y a pas eu encore de réponse. Mais ce dilemme n'est pas sans rappeler l'arrêt Ingmar de 2000, dans lequel la Cour de justice avait eu à trancher entre la justice contractuelle, en l'espèce, il s'agissait de l'application de la loi d'un État tiers qui avait été choisi préalablement par les parties dans le contrat, et la justice matérielle, donc il s'agissait de la mise en œuvre de la directive agents commerciaux. Et au terme d'un raisonnement strictement matériel, la Cour a écarté le choix de loi des parties au contrat en faveur de la protection de la liberté d'établissement et de la libre concurrence. Cette problématique, et c'est mon deuxième exemple, fait également écho à l'articulation parfois complexe des clauses dites marché intérieur, présentes dans certains textes de droit dérivé et qui renvoient à l'application de la loi du pays d'origine au nom du principe de reconnaissance mutuelle. Alors, la doctrine s'est longtemps interrogée de savoir si ces clauses devaient être considérées ou non comme des règles de conflit de loi. Et c'est le cas notamment de l'article 3 de la directive 2031 relative au commerce électronique. Alors là, on a une réponse. La Cour de justice, dans son arrêt e-date advertising de 2011, refuse la qualification de la disposition de cet article 3 en tant que règle de conflit de loi. Elle précise que la directive prévoit toutefois un contrôle supplémentaire afin de vérifier que le droit désigné par la règle de conflit n'impose pas des conditions plus strictes que celles prévues par la loi d'origine. Autrement dit, elle soumet la règle de conflit au contrôle de l'entrave, à son résultat. Et elle tient la même position dans son arrêt Airbnb de 2019, mais cette fois-ci, elle supprime de son raisonnement toute mention à la règle de conflit.
et elle opère directement un contrôle de la législation nationale invoquée. Donc, dans ces situations, la Cour de justice paraît régler le conflit de méthode par une hiérarchisation des objectifs poursuivis. Elle efface la règle de conflit de loi en faveur d'un raisonnement matériel. Elle favorise ainsi la justice verticale au détriment de la justice horizontale. Alors, la résolution de ce genre de conflit paraît effectivement devoir être résolue par une mise en perspective des objectifs en présence, mais plusieurs remarques, deux en tout cas, peuvent être faites. Il apparaît d'abord que cette hiérarchisation des objectifs est systématiquement faite en faveur du marché intérieur. Or, en termes de valeur, il semble que les objectifs du marché intérieur et ceux de la coopération judiciaire puissent être placés par principe au même niveau. Et deuxièmement, il apparaît que cette hiérarchisation est faite au seul moyen de la méthode matérielle. La hiérarchisation des objectifs semble également entraîner une hiérarchisation des méthodes. Méthodes qui, je le rappelle, ne peuvent pourtant pas mécaniquement être hiérarchisées puisque l'une intervient dans les relations verticales et l'autre dans les relations horizontales. Pour conclure, je dirais simplement que la rencontre entre les logiques d'intégration est parfois source d'un véritable conflit et que ce conflit n'a pour le moment pas trouvé de solution réellement satisfaisante. La hiérarchisation unilatérale des logiques pour laquelle opte la Cour ne peut être maintenue à terme au risque de freiner le développement de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et l'espace européen de justice civile qu'elle souhaite. Je vous remercie.